BX1+. Le face-à-face. On va discuter maintenant des mesures possibles dans les écoles. Vous savez que c'est une des questions qui va être débattue cet après-midi au comité de concertation. On va prendre le pouls du côté des acteurs dans l'enseignement. On aura dans un instant en ligne Roland Lahaye, qui est président de la CSC Enseignement, donc le syndicat chrétien. Véronique Dethière, qui elle est la responsable pour Bruxelles de la FAPEO, la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. Et puis on prendra également l'avis d'un directeur d'école. C'est Gabriel Santerre de l'Institut Saint-Jacques à Braine-l'Alleud, tout près de Bruxelles, qui sera avec nous dans un instant. On va d'abord rappeler un petit peu l'une des mesures qui sera débattue cet après-midi. Peut-être pas adoptée parce qu'il y a des pour mais aussi beaucoup de contre. C'est la mesure qui viserait à imposer en fin de primaire, dès l'âge de 9 ans, comme l'ont suggéré les experts du Games, le masque aux élèves. Arnaud Bruckner. Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que le monde politique est partagé sur cette question. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroek, est un fervent adepte du masque chez les plus jeunes, dès 9 ans. La semaine dernière à la Chambre, il a plaidé en ce sens face à l'explosion actuelle de cas de Covid, rejoint sur ce point par les experts du Games dans leur rapport divulgué en début de semaine. De l'autre côté, on retrouve les ministres de l'Éducation avec Caroline Désir, côté francophone, qui s'oppose au masque chez les élèves de 4e, 5e et 6e primaire. La ministre estime que cette obligation serait un choix de société qui ne serait pas basé sur des arguments scientifiques et qui pourrait donc avoir un impact négatif sur les enfants. Tandis que du côté flamand, Ben Weitz et Benjamin Dalle, respectivement ministres de l'Éducation et de la Jeunesse, se sont dit opposés au port du masque à l'école dès 9 ans, craignant eux aussi un impact sur les apprentissages. Voilà, et ce matin, Elio Di Rupo, ministre-président wallon, mais participant à ce fameux comité de concertation, a dit qu'il s'opposerait fermement à ce projet. Je vais prendre déjà l'avis de Gabriel Santerre, directeur d'école, donc l'Institut Saint-Jacques à Braine-l'Alleud. À partir de quel âge, pour vous, on peut imposer le port du masque à un élève sans que ce soit trop dommageable pour cet élève, Gabriel Santerre ? Alors, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si votre micro est bien ouvert. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Là on vous entend, voilà. Allez-y. Eh bien, bonjour. À partir du moment où on peut considérer que l'enfant sera vraiment responsable et pourra maîtriser le protocole. Parce que ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va imposer à des enfants de faire semblant de se protéger. On va générer un côté anxiogène et le protocole ne sera pas bien respecté par l'élève. Et donc, on va avoir des enfants qui vont pas tout à fait bien comprendre comment il faut appliquer la mesure. Elle sera pour moi du coup inutile. C'est un petit peu comme si on envoyait un chirurgien, on le prépare pour son opération, il construit son champ stérile, et puis il s'en va aux toilettes avant d'opérer. Ça n'a plus de sens. Voilà, donc a priori, réaction négative. J'imagine que ce sera un peu le même son de cloche chez Véronique Dethière. Est-ce que je me trompe ? Oui, je pense qu'on rejoint tout à fait cette position-là. J'ai envie de rajouter que ça fait la 3e année scolaire qui est chahutée et compliquée, autant pour les directions que pour les élèves et les parents. On voit aussi que le port du masque est imposé à partir de 12 ans et que c'est compliqué. C'est compliqué pour les élèves. Donc l'imposer encore plus jeune, je pense que c'est contre-productif. Alors, on va terminer ce premier tour de table avec Roland Lahaye. Parfois, les enseignants craignent d'être contaminés par les élèves. C'est une peur qu'ils ont pu exprimer ces derniers mois ou ces 2 dernières années. Est-ce que du côté syndical, on souhaiterait que les élèves portent le masque ou pas, Roland Lahaye ? Non, c'est un petit peu différent maintenant, depuis que la vaccination a fait son entrée, je vais dire, dans l'arène. Autant les enseignants revenaient vers nous en étant craintifs, mais à partir du moment où il y a une protection vaccinale, cette crainte a diminué. Moi, j'ai envie de dire que imposer un masque à partir de 9 ans, je peux le comprendre de la part de quelqu'un qui n'a plus fréquenté l'école depuis longtemps. À partir du moment où on y met régulièrement les pieds, on se rend compte de l'infaisabilité du système. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, l'enfant, à partir de 9 ans, ne doit pas considérer le masque comme étant un objet à la limite de jeu, c'est-à-dire que je peux déposer, reprendre, manipuler non-stop. Donc ça va devenir quelque part aussi un poids de discipline. Et moi, je ne veux pas que les enseignants, parce qu'on impose le port du masque, doivent jouer les gendarmes avec des élèves. Et que fera-t-on ? Simple exemple, quand l'enfant se présentera à l'école sans le masque, on l'exclura. Donc, à un moment donné, ce masque ne doit pas devenir discriminatoire. Et je pense, comme l'a dit le directeur d'école, qu'à cet âge-là,
on n'est pas encore capable de toutes les capacités de discernement pour bien utiliser cet outil. Oui, alors dans le rapport du GAMES, les experts qui conseillent les autorités ont suggéré d'avoir justement des stocks de masques à disposition dans les écoles. Gabriel Santer, j'ai envie de vous poser une autre question. Les élèves, notamment les jeunes élèves, ceux qui sont encore en primaire, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils comprennent de la Covid-19 et quelle est leur adhésion aux règles? Est-ce qu'il y a des règles que vous arrivez à faire respecter par vos jeunes élèves, par exemple la distance, par exemple le fait de ne plus mélanger les classes, par exemple de ne plus trop chahuter dans les couloirs, ce genre de choses? Est-ce que c'est quelque chose qui est maintenant acquis, compris, admis par ces jeunes élèves ou ça reste compliqué? Non, c'est un mythe. C'est un mythe. On considère encore que l'école, les enfants sont tous bien alignés, bien rangés, bien obéissants. Mais non, on est dans la vraie vie. Et c'est là que la différence se manifeste. On n'arrive pas à faire respecter ce genre de mesures. Par contre, ce qui a vraiment porté ses fruits, c'est une sensibilisation à un côté sanitaire, mais pour d'autres choses aussi. Donc le lavage des mains, par exemple, ces précautions-là. Mais les enfants, allez, sérieusement, ils ont besoin de contact, ils ont besoin de jouer ensemble. Et vous allez les faire respecter une mesure en classe, mais juste, c'est illusoire. Après, dans la cour de récré, ils se retrouvent tous, les bulles, c'est impossible à respecter. Je suis encore allé hier dans une école où j'ai vu des stigmates, je pourrais dire ça comme ça, du début de la période Covid, où on a encore un couloir d'1,20 m qui est partagé en deux sens. Mais ça n'a aucun sens quand on prend un peu de recul. Et toutes les mesures comme ça qu'on a eues au fur et à mesure, il a manqué un contact avec la réalité pour avoir un peu de réalisme là-dedans. Alors, Gabriel Santer, j'ai envie de vous poser une question parce que c'est une mesure qui est visiblement sur la table du comité de concertation. C'est l'idée d'équiper toutes les classes de détecteurs de CO2. Est-ce que ce serait une bonne idée pour vous et à quoi ça vous servirait? Est-ce que vous seriez en mesure de mettre d'abord un détecteur dans chaque classe et si le détecteur sonne, est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre, faire sortir les élèves? Qu'est-ce qui serait envisageable pour vous? Pour moi, c'est une mesure qui est utile dans l'absolu et au quotidien. Peu importe qu'on soit en période Covid ou pas, parce que la ventilation, c'est toujours insuffisant dans les classes. Et donc, j'ai déjà fait le test, parce qu'on a eu une campagne de sensibilisation avec le SAMI à propos de ça. Mais maintenant, concrètement, il faut acquérir tout ça. Et le budget qu'on a déjà dépensé pour le Covid, mais c'est énorme. Et donc, oui, moi, je suis preneur d'avoir une information à ce niveau-là et de pouvoir avoir une indication dans les classes. Mais encore faut-il pouvoir la mettre en place. Et concrètement, le détecteur sonne, qu'est-ce qu'on fait? Et on ventile. On ventile. Et on ne va pas commencer à sortir à toutes les 10 minutes. C'est pas possible, ça. Mais donc, on ventile. Ce serait une solution. Roland Lahaye, vous seriez favorable à cette idée d'équiper l'ensemble des classes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, voire de l'ensemble du royaume, de détecteurs de CO2? Et est-ce que financièrement, ça vous semble soutenable pour les écoles ou pas? Je rejoins le directeur d'école, ce n'est pas une mesure qui devrait être prise en période Covid. C'est exactement comme tous les gestes d'hygiène, laver les mains, entretien des toilettes. Ce sont des choses qui doivent se faire au quotidien et qui éviteraient peut-être des problèmes dans d'autres transmissions de maladies, parce qu'on parle beaucoup de Covid aujourd'hui à juste raison, mais la grippe, elle transite par les écoles, les gastro-entérites transitent par les écoles, et on pourrait à la limite limiter en ayant une bonne hygiène. Ça fait partie de l'éducation. Au niveau des détections, nous donnons à la CSC Enseignement des formations à nos délégués sur la qualité de l'air. Pour autant que le détecteur ne soit pas le thermomètre qu'on casse quand il montre qu'on a trop de température. En fait, le détecteur sert à l'aération. Si au moment où il sonne, je le sors du local ou je le coupe pour ne plus entendre le bruit strident, j'ai rien gagné à l'opération. Donc, équiper les écoles, c'est une chose. Donner les moyens pour les équiper, c'en est une deuxième. Et éduquer à la bonne utilisation, c'en est une troisième. Alors, je rebondis par rapport aux masques, parce que je voudrais dire que même si les experts recommandent qu'on équipe les écoles et qu'il y ait un stock, moi, je rappelle quand même que depuis le début de la crise, les enseignants doivent payer leurs masques et qu'on n'est jamais intervenu pour le leur fournir. Voilà, alors c'est la question du financement. Je vois que Véronique Gauthier surenchérit sur le financement. Quand on sait qu'un détecteur, ça coûte, premier prix, 40 € à peu près, et pour beaucoup de modèles, on est plutôt aux alentours de 100 €. Ça veut dire que les écoles vont devoir s'en équiper, Véronique Gauthier, ou est-ce que du côté des parents, on estime que c'est l'autorité, donc l'État fédéral ou la Fédération Wallonie-Bruxelles qui doit prendre ça en charge?
Oui, c'est pas quelque chose à faire supporter par le budget des écoles, hein, ça clairement. Et c'est évident que c'est plutôt le politique qui doivent, le budget de la fédération qui doivent prendre ça en charge. J'ai envie de rebondir parce que c'est quelque chose qui nous revient énormément aussi du côté des parents, c'est que ils nous disent avant d'imposer le masque à ces enfants, respectons déjà aujourd'hui les règles en vigueur dans les écoles. Et il y a des écoles où ça se passe très très bien, mais on a aussi des écoles où on ne se lave plus les mains, on n'aère plus les classes. Et donc les parents disent ne pas imposer le masque à nos enfants, mais respecter les mesures qui doivent être d'application aujourd'hui. Ça semble effectivement essentiel. Alors, on va avancer dans ce débat. On va faire un petit retour en arrière, un temps qui n'est pas si lointain, qui était celui soit de l'enseignement à distance, soit de l'enseignement hybride, moitié-moitié, qu'on a connu l'an dernier. Et on va se poser la question de savoir, Arnaud Bruckner, si ça a causé beaucoup de dégâts. J'ai une petite idée sur la réponse. Tout le monde peut être globalement d'accord là-dessus. L'enseignement version Covid à distance ou partiellement sur un mode hybride a eu un impact réel sur les enfants. En septembre dernier, la Fédération Wallonie-Bruxelles indiquait que le nombre de dossiers pour absentéisme et donc décrochage avait augmenté jusqu'à 36% d'augmentation à Bruxelles. Selon une autre enquête menée par la caisse d'allocation familiale de l'UCM en mars, 60% des élèves souffraient de démotivation suite au distanciel et la moitié des jeunes du secondaire étaient déjà en décrochage. De quoi augmenter évidemment le mal-être des élèves, la santé mentale, l'une des raisons qui avait d'ailleurs été évoquée pour pousser vers un retour à la normale en avril dernier. Face à ce mal-être, on a notamment vu se créer des phobies sociales au moment de retourner en cours. J'ai pas trouvé d'études réelles mettant un lien réel entre enseignement à distance et qualité de cet enseignement, mais on se doute bien qu'un élève mis dans ces conditions et démotivé apprendra moins et moins bien évidemment, et la réalité de terrain sera nous le prouver avec nos intervenants ici présents. Alors Véronique Dethière, est-ce que le premier objectif du monde de l'école, c'est d'abord d'éviter qu'on revienne à cet enseignement à distance? Ce serait ça la priorité numéro 1 si vous étiez à la place de Caroline Désir? Heureusement, je ne suis pas à sa place, mais la pauvre. Mais oui, évidemment, je pense que c'est vraiment l'objectif numéro 1, c'est de ne plus avoir recours à cet enseignement à distance. On voit les dégâts que ça a fait. Je pense qu'il serait d'ailleurs très très important d'en mesurer les effets en début d'année scolaire par rapport à ce premier trimestre, parce que nous avons encore énormément de retours d'enfants qui ne vont pas bien du tout et qui n'ont pas réussi à raccrocher, malgré le retour en présentiel. Et donc un retour en distanciel, ce serait vraiment une catastrophe. Et donc la priorité des priorités, c'est maintenir l'enseignement en présentiel. Alors Roland Lahaye, je voudrais qu'on vous entende quelques instants sur la manière dont on prend les décisions dans ce secteur. Il y a la ministre de l'Éducation, on vient de citer son nom, et puis il y a le comité de concertation, où elle ne siège pas directement. C'est le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géolet, qui est membre de ce comité de concertation. Est-ce que vous, acteur de l'enseignement, vous avez le sentiment qu'on vous écoute, qu'on vous consulte, que vous avez voix au chapitre? Ou est-ce que les décisions, elles viennent d'en haut, des experts du GAMES qui conseillent l'autorité fédérale, et puis ça descend jusqu'en bas? Comment ça se passe à votre analyse? Comment ça se passe, cette gestion de la crise? Nous sommes régulièrement concertés, nous avons chacun le droit de donner notre avis, de remettre notre avis, nous sommes écoutés. Maintenant, la crise biaise un petit peu le débat parce que, au-delà du politique, au-delà, je vais dire, des partenaires qui font vivre l'école habituellement, il y a aussi les experts. Et les experts, ils sont contradictoires. Un expert peut très bien dire blanc pendant que son collègue dit noir, et le troisième va dire gris. Allez vous faire une idée, vous, là-dessus. C'est exactement le cas pour l'instant avec le port du masque. J'entends des experts qui sont pour, j'entends des experts qui sont totalement opposés, et j'en entends qui sont entre les deux. Nous réagissons par rapport au bien-être dans ce qui est mon chef. Bien-être des enseignants. Véronique interviendra plus, elle, par rapport aux parents. Donc, nous avons chacun notre point de vue, mais je ne peux pas dire qu'on n'en tient pas compte. Ouais, Véronique Dethière, même sentiment d'être consulté, impliqué dans les décisions qui concernent l'école pour les parents? Oui, donc tout à fait. On est concerté régulièrement et on nous entend, on nous écoute, mais je rejoins Roland, c'est-à-dire qu'il y a des experts et parfois l'avis est divergent. Et donc, nous aussi, notre position qui préside à
à nos avis, c'est le bien-être des élèves. C'est la première préoccupation. Oui, Roland, est-ce que vous n'avez quand même pas parfois le sentiment qu'on veut faire payer à l'école des efforts qu'on n'arrive pas à faire dans d'autres secteurs de la société? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue? Mais évidemment, c'est ce que j'appelle depuis pratiquement le début de la crise, la variable d'ajustement. Quand on ne trouve pas les moyens d'agir dans la société, paf, on fait porter à l'école. Mais ça ne vaut pas qu'en cas de Covid. L'école, maintenant, elle devrait être capable de tout faire là où la société est en échec. Ça ne peut pas se produire. L'école, elle a des priorités. Et si on ne lui reconnaît pas ces priorités-là, on va s'éparpiller dans toute une série de choses et perdre du temps. Donc, il faudrait peut-être qu'un jour, on redéfinisse quel est le rôle, quelles sont les missions prioritaire, même si c'est un terme qui est un peu dépassé, de l'école. Le pacte d'excellence sert entre autres à ça. Il faut évidemment qu'il ait l'adhésion des acteurs et ça, c'est aussi une autre question, un autre débat. Alors on revient chez Gabriel Santerre, qui est donc directeur de l'Institut Saint-Jacques, école située à Braine-l'Alleud. Vous êtes un petit peu au milieu du jeu de quilles, vous, parce que vous êtes en contact avec les parents, avec les enseignants, avec les élèves et avec les directives qui viennent de la ministre de l'Éducation. Comment ça se passe d'abord sur l'aspect gestion du Covid, ces dernières semaines, monsieur le directeur? Est-ce que les parents comprennent bien? Est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce que les enfants comprennent bien? Est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce que les enseignants appliquent les mesures? Ou est-ce qu'il y a de la résistance d'un côté ou de l'autre, pratiquement sur le terrain? Pas à la règle générale et à la vie sociale qu'on connaît tous, voilà. Et donc c'est diversément appliqué. Alors moi je dois dire, au niveau de mon établissement, j'ai beaucoup de chance, les parents collaborent bien et on a mis en place une communication claire depuis le début. Par contre, les changements de règles et tout ça, ça a été très très compliqué à vivre. Et comme je rejoins M. Lahaye qui disait que l'école doit se charger de tout, ben oui, effectivement, l'école doit appliquer, veiller à tout. Et ce qui se passe, c'est qu'on a vu des situations assez incroyables, des classes qui étaient mises en quarantaine et puis les enfants vont aux activités parascolaires. Voilà. Et donc, oui, l'école fait le maximum, on applique le mieux possible, mais c'est parfois très, très à faire sur le terrain. Alors, il y en a un d'entre vous, il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas qui c'est, mais on entend beaucoup de bruit à l'antenne. J'ai quand même envie de vous demander, Gabriel Santerre, il y a eu beaucoup de cas dans votre école. On dit ces derniers temps que l'épidémie s'accélère et on dit notamment que l'épidémie, elle passe notamment par les écoles et en particulier celle du primaire plus que celle du secondaire. Est-ce que vous avez dû fermer des classes? Est-ce que vous avez beaucoup de cas de contamination? Jusqu'à présent, ça s'est très bien passé. Dans la deuxième vague, ça a roulé. On a eu comme ça, une classe après l'autre, on a eu un phénomène de cascade. Mais actuellement, c'était très calme jusqu'à aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, j'ai une enseignante qui est positive et ça y est, c'est dans la place. C'était une question de temps. Voilà, les écoles avoisinantes, c'était déjà le cas chez eux. Et on savait que ça allait arriver chez nous. C'est vraiment une question de temps. Le foyer est arrivé, ça y est, c'est dans la place, quoi. Ça veut dire, c'est dans la place, ça veut dire qu'il faut essayer de remplacer l'enseignante, ça veut dire qu'on doit essayer d'occuper les élèves. Comment vous réagissez dans ce cas-là? Alors là, on a de nouvelles règles depuis lundi avec les centres de santé, depuis mardi au niveau de l'ONE et de la VIC. Et donc, le système qui est mis en place, il est un peu plus intéressant maintenant et un peu plus professionnel. Ça, je salue déjà cette avancée-là. Mais par contre, ça reste compliqué. Expliquez-nous ce que vous devez faire. Alors, ce que je dois faire, ici, je dois simplement attendre. Je sais l'info, mais je dois attendre. Je dois attendre que la VIC ait fait son tracing et contacter le centre de santé qui va revenir vers moi avec les directives par la suite. Voilà. Mais je sais l'info, mais donc j'ai déjà communiqué avec les parents. Du coup, on n'échappe pas quand même à tout ce travail de communication individuelle et d'explication pour rassurer aussi. Voilà, et donc je rappelle, la VIC, c'est l'Agence pour la qualité de vie et la santé. C'est l'équivalent de la COCOM pour la région wallonne. Roland Lahaye, ça vous semble une bonne manière de faire ou est-ce qu'il faudrait donner plus d'autonomie aux chefs d'établissement lorsqu'ils ont des cas de Covid chez eux? Non, mais en fait, il faut bien distinguer. Donc, les directions d'école sont venues, et à juste titre d'ailleurs, vers nous en disant que ce n'est pas non plus leur mission première. On ne peut pas tout demander à un directeur d'école. Le directeur d'école, il est là pour piloter pédagogiquement son équipe. C'est une chose qu'il ne faisait plus ou qu'il ne pouvait plus faire parce que la crise a pris toute la place. Et donc, nous avons demandé et obtenu, mais tous les acteurs parlaient dans le même langage, que le call center retrouve cette capacité d'action qu'il n'avait plus
depuis septembre. Et donc, le nouveau le protocole qui rend les choses plus fluides se met en place depuis lundi. Les directeurs ont gardé, parce qu'il me semble que c'est important, cet aspect communicant, parce que c'est eux qui sont en contact direct avec les parents, les élèves et les familles. Alors, on va essayer de faire la synthèse de ce débat. Je retourne chez Véronique Dethière. Si j'ai bien compris, vous allez me corriger si j'ai mal compris, il y a plutôt une unanimité dans ce débat-ci pour dire le port du masque dès 9 ans, on est contre. Il y a plutôt une unanimité pour dire les détecteurs de CO2, ça nous semble intéressant. Il faut par contre s'occuper de la question du financement de cet équipement. Et puis il y a plutôt l'idée qu'on doit assouplir les règles et permettre à l'ensemble des acteurs dans l'enseignement, les directeurs d'école, les enseignants, de faire d'abord leur métier qui est d'éduquer les élèves. Est-ce que j'ai tout compris, Véronique Dethière? Et est-ce que si ce soir, à la fin du comité de concertation, on n'annonce pas de masques pour les élèves du primaire, mais qu'on annonce des moyens pour les équipements en CO2, vous pourrez peut-être pas ouvrir le champagne, mais en tout cas vous dire que vous avez eu une bonne journée. J'allais dire champagne, mais oui, en tout cas, ce sera une bonne journée et surtout, je pense que tout le monde est à bout de souffle dans le milieu de l'école et je pense qu'il faut ramener de la sérénité parce que les enfants souffrent vraiment beaucoup de cette situation et les parents aussi, et les enseignants et les directions. Donc à un moment, un peu de sérénité, qu'on puisse avancer et que chacun puisse remplir ses missions. Voilà, ce sera la conclusion de ce débat. Merci beaucoup Véronique Dethière, donc responsable à Bruxelles de la FAPEO, Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement officiel. Il y avait Roland Lahaye, président de la CSC, donc syndicat chrétien, secteur enseignement, et Gabriel Santerre, qu'on remercie, directeur de l'Institut Saint-Jacques à Braine-l'Alleud, puisqu'on avait envie d'avoir la voix d'un directeur ou d'une directrice d'école dans ce débat. Merci à tous les trois.